Bonjour et bienvenue à tous et toutes. Avant de commencer, j'aimerais juste vérifier que mon micro fonctionne bien. Michele, m'entends-tu bien? Oui, je t'entends. Merci, Maria. D'accord, merci. Donc, encore une fois, bienvenue à ce webinaire d'information sur l'initiative Adaptation au changement climatique et résilience, ou CLAIR. C'est merveilleux de voir que vous êtes si nombreux à participer à cette session virtuelle aujourd'hui. Mon nom est Marie-Ève Landry, je suis agente de gestion de programme au Centre de recherche pour le développement international, le CRDI, et j'appuie l'équipe de CLAIR. Aujourd'hui, je serai votre hôte et je vous parle depuis la ville d'Ottawa au Canada. Le CRDI reconnaît que ses bureaux à Ottawa sont situés sur le territoire non cédé de la nation algonquine Anishinaabe, qui est présente en ces lieux depuis des temps immémoriaux. L'objectif du webinaire aujourd'hui est d'aider à répondre à vos questions sur le programme CLAIR et l'appel à notes conceptuelle qui a été lancé récemment. Nous allons enregistrer cette session que l'on va ensuite partager avec vous et la rendre disponible sur notre site web à toute personne qui aimerait écouter ce webinaire en différé. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Donc, le plan pour cette session d'1 heure est de fournir d'abord une présentation qui comprend un aperçu rapide de l'initiative CLAIR, un aperçu plus complet de l'appel à notes conceptuelles, y compris l'admissibilité, ce que nous recherchons dans les notes conceptuelles et les critères d'évaluation. Puis, il y aura une période de questions et réponses. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Donc, pour la période de questions et réponses, nous allons utiliser la fonction ou l'onglet questions et réponses qui est affiché en anglais comme Q&A dans la fenêtre de l'appel. Donc, pour recevoir et répondre à vos questions. Vous êtes donc invité à soumettre une question à tout moment pendant le webinaire, y compris durant la présentation qui suivra. Certains de mes collègues en coulisses pourront répondre par écrit à certaines de vos questions. Nous allons aussi sélectionner des questions auxquelles nous répondrons de vive voix durant la période de questions et réponses suivant la présentation. On va essayer de donner priorité aux questions les plus populaires, c'est-à-dire celles qui ont été les plus votées. Donc, n'hésitez pas à aimer ou à donner un vote positif pour toutes les questions que vous jugez importantes en cliquant sur le symbole du pouce levé à droite de chaque question. Nous allons prioriser les questions aussi qui sont récurrentes ou celles dont la réponse ne se trouve pas dans l'information ou dans les documents d'appel à notes conceptuelles et ou la foire de questions qui sont déjà disponibles en ligne. Et au cas où cela vous serait utile, je vais demander à ma collègue Erika de fournir le lien vers ces documents maintenant. Il est fort probable que l'on ne pourra pas répondre à toutes les questions pendant cette session d'1 heure. Donc, si vous posez une question à laquelle nous ne sommes pas en mesure de répondre immédiatement, soit par manque de temps ou parce que nous devons y réfléchir davantage, nous allons inclure la question et la réponse dans une version mise à jour de la foire aux questions. Donc, à nouveau, je vous invite à soumettre vos questions en utilisant la fonction questions et réponses. Vous n'avez qu'à aller sous l'onglet Mes questions et à écrire votre question dans la boîte texte. Je vais maintenant céder la parole à Michele Leone pour la présentation. Merci. Oui, bonjour à toutes et à tous. Je suis Michele Leone, je suis spécialiste de programme au CRDI, je suis basé dans la ville de Dakar, au Sénégal. Donc, pourquoi est-ce que nous sommes ici? Bon, bien évidemment, pour mieux comprendre l'appel à notes conceptuel du programme CLAIR, mais pourquoi nous sommes vraiment ici? Bon, le 6e rapport d'évaluation du GIEC, dont le résultat du deuxième groupe de travail sur les conséquences, l'adaptation et la vulnérabilité, vient d'être publié et souligne que les changements climatiques ont des impacts croissants et disproportionnés sur les personnes et les communautés les plus vulnérables de la planète. Il met aussi l'accent sur l'urgence de l'adaptation et sur le besoin crucial de solutions qui agissent directement sur les inégalités économiques et sociales. L'initiative CLAIR donc vise à répondre à ce défi. Il s'agit d'une initiative ambitieuse, donc, en vue de soutenir la recherche afin de permettre des mesures durables et socialement inclusives pour renforcer la résilience face au changement climatique et aux risques naturels en Afrique et en Asie-Pacifique. Compte tenu de l'ampleur
et de l'urgence en même temps de cette tâche, outre la recherche, l'initiative mettra l'accent sur l'utilisation concrète des connaissances et des données probantes. Claire est un partenariat entre le Canada et le Royaume-Uni. Elle est cofinancée et co-conçue par le FCDO et le CRDDI. Elle s'appuie sur plus de 15 ans d'expérience de partenariat afin de soutenir la recherche sur l'adaptation au climat dans les pays du sud du monde. Quels sont les objectifs principaux de l'initiative? Comme vous voyez dans la diapositive, nous avons 4 objectifs généraux. De maximiser l'utilisation des connaissances qui sont déjà disponibles, existantes, par les décideurs politiques et les praticiens. De favoriser en même temps le développement de nouvelles connaissances pour faciliter l'adaptation et renforcer la résilience des communautés et des individus les plus vulnérables. De renforcer en même temps les capacités de ces communautés et des acteurs impliqués dans le développement durable afin de transposer la recherche en action. Et finalement, le 4e objectif est de soutenir les actions concrètes, des actions concrètes et socialement inclusives qui puissent en même temps combler les lacunes en matière de données probantes et soutenir des projets pilotes portant sur des compromis sociaux. On a parlé des objectifs, on a des résultats, des grands types, des catégories des résultats souhaités. Donc, on parle des catégories dues à l'ampleur du programme. Et vous pouvez voir qu'on a essentiellement 2 types de résultats attendus au niveau de l'initiative. Une capacité d'action renforcée et en même temps, comme deuxième point, des solutions concrètes qui peuvent être technologie, investissement public et privé, politique du développement plus efficace, loi, etc. À l'extrémité droite de la diapositive se trouvent aussi les principaux types de produits que nous attendons du portefeuille des projets. Et je m'excuse si cette partie de la diapositive est restée en anglais. Par exemple, on parle de bases de données et outils pour les décideurs, des réseaux intersectoriels, encore le renforcement de la capacité des chercheurs et de leurs partenaires de comprendre et informer une transformation systémique de la vulnérabilité et de la capacité d'adaptation dans les pays et dans les régions cibles, des propositions concrètes pour des nouveaux plans d'investissement qui incluent financement pour l'adaptation, etc. C'est important de remarquer à ce point-là qu'on parle ici de résultats et produits du portefeuille des futurs projets clairs. Chaque projet ne doit nécessairement pas attendre tout ça seul, mais y contribuer activement. Et Claire mettra en place aussi une série d'outils, de plateformes et de supports pour lier les projets ensemble et amplifier leur travail. Claire vise à cerner des équipes transdisciplinaires motivées pour mener une recherche orientée vers l'action dans un ou plusieurs des 3 thèmes de recherche de l'initiative que vous voyez dans la transparence. Les thèmes sont une meilleure compréhension du risque climatique, comment mieux informer mesures précoces fondées sur le risque, par exemple des recherches visant à améliorer les mesures d'anticipation fondées sur le risque afin de réduire les incidences des conditions météorologiques, de la variabilité du climat et des risques naturels. Et troisième, comment contribuer à un développement durable dans un climat qui est en continue évolution. Donc, des recherches qui visent à informer des mesures qui permettent de renforcer la résilience dans le climat actuel, mais qui puissent encore être valides dans le futur ou qui, à leur tour, puissent être
adaptés avec des coûts humains, environnementaux et économiques optimisés, minimisés ou gérables par les communautés. Après ce bref aperçu de Claire, nous nous plongeons dans l'appel à notre conceptuel proprement dit, qui est actif et ouvert maintenant. Les projets que nous visons sélectionner et financer travailleront sur un, comme je dis, ou plusieurs des thèmes clairs que nous venons d'énumérer. Les projets sont invités dans deux tailles de financement distinctes, des projets de plus grande et de plus petite envergure, comme indiqué sur la diapo. Et comme vous pouvez le voir, les petits projets comptent jusqu'à 1,5 million de dollars canadiens sur une durée de jusqu'à 42 mois et auront une organisation principale, ça veut dire une organisation qui entrera en relation de financement direct avec le CRDI, tandis que les projets plus grands comptent entre 6 et 8 millions de dollars canadiens sur la même durée maximale temporelle et pourront être gérés par deux ou trois organisations principales. Les projets peuvent également avoir des organisations collaboratrices qui reçoivent des sous-subventions de la part des organisations principales ou chefs de file. Et ici, je voudrais anticiper peut-être une possible série de réponses à quelques questions. Alors, la même organisation peut être chef de file, donc organisation principale, dans plus d'une note conceptuelle et dans les deux tailles. Mais le même chercheur peut être le chef d'une proposition seulement. 2. Demander le maximum du montant admissible n'est pas un avantage ni un désavantage. Ce sont la qualité de la note et la justification des ressources qui comptent. 3. L'appel étant ouvert, a priori, nous ne savons pas quelle taille recevra le plus grand nombre de propositions, donc quelle taille sera plus compétitive. 4. Si une note conceptuelle n'est pas sélectionnée à cette étape-là, il n'y aura pas, dans le cadre de cet appel, la possibilité de la représenter pour l'autre taille. Donc, considérez bien l'envergure de votre idée, de votre projet. Pour donner une idée aussi de ce que sera le portefeuille clair, pas seulement au niveau des projets individuels, le portefeuille souhaité à la fin de cet appel, nous visons une répartition d'environ 30%, 40% et 30% dans les activités sous chacun thème, mais avec des projets ou activités au niveau du programme qui feront le lien entre le thème. Et aussi, nous visons la possibilité qu'il y aura des projets qui peuvent travailler sur plusieurs thèmes en même temps, mais ils doivent quand même indiquer leur thème principal de préférence dans l'application. Cependant, le nombre exact de projets et de financements accordés dépendra des types et de la qualité des notes conceptuelles reçues. Ici, on parle du fait qu'on vise à financer environ 8 projets dans chaque taille, mais le nombre exact et la distribution peuvent différer. Claire, et j'anticipe aussi peut-être une autre question, vise aussi à un équilibre du point de vue géographique. Donc, à parité de qualité des propositions, l'initiative ne va pas prioriser portefeuille comprenant trop de projets dans le même pays ou dans la même région. Et justement, on va pas passer maintenant au niveau des pays admissibles. Cet appel est ouvert et volontairement, on a voulu laisser cet appel extrêmement ouvert à projets impliquant des activités dans les pays d'Afrique ou d'Asie-Pacifique, inclus dans les listes de l'aide publique au développement, ou ODA en anglais. Et cette liste est visible dans cette transparence, mais plus important, dans l'annexe 2 du document de l'appel à note conceptuelle que vous pouvez voir sur le site du CRDI.
À noter que cet appel ne met pas l'accent sur les pays d'Amérique centrale ou d'Amérique du Sud, dans les pays de l'Asie centrale, ni sur les pays à revenus élevés. Les projets de plus petite envergure se concentreront sur un ou plusieurs même de ces pays, tandis que les projets de plus grande envergure se doivent concentrer au moins sur 2 pays, mais ils peuvent aussi travailler au niveau régional ou même à une échelle plus grande, à une échelle au niveau de points chauds climatiques, ou même travailler sur 2 régions en même temps. Donc, par 2 régions, je pense à 2 régions de l'Afrique, par exemple l'Afrique de l'Ouest ou l'Afrique de l'Est, mais même 2 continents, une région ou un ensemble de pays en Asie et une région ou un ensemble de pays en Afrique. J'anticipe aussi une autre question ici. Maximiser le nombre de pays n'est pas en corrélation directe ni est anticorrélé avec une maximisation de la probabilité de sélection. C'est la qualité encore du projet, l'attention à l'égalité de genre, le lien entre objectifs et ressources et une vision réaliste pour obtenir les résultats du développement souhaité. C'est ça ce qui compte. Les organisations chefs de file ou principales ou les organisations collaboratrices peuvent être basées dans les pays où la recherche va être menée, mais ce n'est pas strictement nécessaire. Elles peuvent aussi être basées dans des pays qui ne figurent pas dans l'annexe 2. Cependant, la recherche se fera généralement à travers projets disciplinaires et très collaboratifs qui doivent être bien donc ancrés dans les problématiques spécifiques des pays cibles. Donc, la connaissance du contexte des partenaires et la participation des partenaires et des acteurs locaux dans les pays éligibles, nous pensons que ce soit fondamental. Projets qui travaillent dans plusieurs zones géographiques, comme je dis, et à échelle spatiale différentes sont encouragés. Il inclut projets qui travaillent au niveau du point chaud climatique dans leur globalité. Pour entrer un peu en spécifique sur l'admissibilité ou l'éligibilité de l'organisme principal ou des organismes principaux ou chefs de file, cet appel est ouvert à des diverses organisations. On l'a laissé ouvert à cause vraiment de pouvoir atteindre notre objectif, c'est de monter des partenariats équitables, diversifiés et qui ont des expertises très transdisciplinaires. Donc, les projets peuvent être dirigés ou impliquer une collaboration avec des organisations telles que universités, groupes de réflexion ou think tanks, organisations non gouvernementales, courtiers du savoir, des connaissances, des praticiens, des groupes de la société civile et même des entités du secteur privé. La principale exigence des organisations chefs de file est qu'elles doivent être elles doivent avoir un statut juridique indépendant ou une personnalité juridique, être capable de contracter à leur propre nom. Et les agences des Nations Unies et les centres CJR ne sont pas éligibles pour être une organisation chef de file, bien qu'ils puissent être des partenaires collaborateurs. Et tous les projets sont encouragés à impliquer de diverses coalitions d'acteurs avec les spécialisations des rôles d'instinct de la recherche à l'action. Qu'est-ce que je pourrais encore ajouter sur ça? Bon, le partenaire collaborateur, juste pour clarifier ça, sont tous les partenaires qui ne seront pas en directe relation de financement avec le CRDI. Donc, l'organisation ou les organisations principales doivent avoir la capacité d'administrer et de transférer, au cas où, des fonds étrangers à leurs partenaires collaborateurs. Attente envers les projets. Bon, qu'est-ce qu'on espère vraiment de voir dans ce projet? On espère de voir des notes conceptuelles qui sont fortes dans tous ces 4 dimensions. La
le fait que les recherches doivent exercer, informer et avoir des retombées considérables, le fait que les équipes doivent former des coalitions qui sont diversifiées et des partenariats équitables, le fait que le projet puisse contribuer au renforcement des capacités des acteurs qui vraiment sont les acteurs du développement et pas seulement aux chercheurs, mais il inclut bien sûr les chercheurs. Et le fait que les projets puissent contribuer fortement à l'égalité de genre, à l'inclusion aussi, qui va au-delà de genre, mais dans le royaume de l'intersectionnalité. Et donc, on va prendre juste un peu plus de temps pour voir ces 4 dimensions en détail. On parle de la dimension de la possibilité du projet, de la capacité du projet de mener des recherches susceptibles à exercer de retombées considérables. Ça, c'est un élément central de Claire. Claire approuve et encourage en effet les principes de recherche de l'Alliance de recherche en matière d'adaptation, ou ARA en anglais, qui sont ici visibles dans la partie droite de la diapo. Et pour mieux réaliser ces principes, Claire encourage fortement l'inclusion d'expertise en transmission de connaissances dans l'équipe et dans les activités proposées, surtout à travers organisations partenaires qui travaillent dans les pays admissibles. Deuxième dimension, pour avoir des retombées concrètes, Claire soutiendra les équipes qui réunissent diverses coalitions d'acteurs et d'organisations qui relient la recherche à l'action. Et ça va être aussi inclus dans les critères inclus dans les critères d'éligibilité, mais aussi dans les critères d'évaluation. Toutes ces dimensions-là sont des dimensions qui, en effet, sont incluses et déterminent les critères d'évaluation. Claire recherche des partenaires efficaces et équitables qui incluent une participation et responsabilité partagée dans la conception, la mise en œuvre et l'adoption de la recherche. Aussi, on reconnaît que la recherche et les connaissances menées par le Sud sont plus susceptibles d'avoir un impact sur les politiques et les pratiques d'adaptation dans le Sud du monde. Et Claire donc encourage les projets qui démontrent et permettent une leadership du Sud. Et avec le terme leadership, nous n'incluons pas seulement ou nécessairement l'administration des fonds, la leadership dans l'administration des fonds et des subventions, mais aussi la leadership intellectuelle, de coordination, d'administration et gestion des données, dans le courtage des connaissances, dans l'implication des bénéficiaires, dans la présence dans les publications scientifiques et dans d'autres produits, des projets, etc. Et important, ça est vraiment très reflété dans les critères d'évaluation. Troisième dimension, renforcement des capacités. L'attente liée au renforcement des capacités dans l'initiative Claire est vraiment de permettre aux chercheurs, aux praticiens et aux décideurs de mener des actions d'adaptation et construire un avenir plus résilient. Et donc, Claire fait référence au renforcement des capacités, pas à la construction de capacités, pour reconnaître que les capacités existent déjà, mais il peut y avoir des obstacles systémiques à l'expression de ces capacités. Et donc, on cherche des projets qui incluent même dans les objectifs et dans les activités, comment soutenir le renforcement de capacités au sein de l'équipe du projet, mais aussi pour les parties prenantes et pour les acteurs avec lesquels les projets vont travailler. Égalité de genre et inclusion, ça on dirait en anglais last but not least. Claire considère que l'égalité des genres et l'inclusion font partie intégrante d'une action climatique juste et durable. Et donc, on recherche des propositions qui démontrent comment l'égalité des genres et l'inclusion seront promues et intégrées en utilisant une approche intersectionnelle en ce qui concerne la conception et la mise en œuvre de la recherche, mais aussi de l'équipe du projet. Et important, les propositions qui ne tiennent pas compte du genre et de l'inclusion ne seront pas considérées comme éligibles déjà au niveau des notes conceptuelles. Et Claire accueille et encourage deux types de propositions. Des propositions de recherche qui intègrent les dimensions de l'égalité de genre et de l'inclusion dans leur approche, mais même des propositions qui mettent l'accent spécifiquement sur l'égalité de genre et d'inclusion comme partie de leur objectif
principal. Et c'est un objectif déclaré de Claire de financer au moins un projet parmi chaque thème qui se focalise spécifiquement sur l'égalité de genre et l'inclusion comme objectif principal. À l'étape de la formulation des notes conceptuelles, pour passer au budget, et je suis que la plupart parmi vous sera intéressé par cette transparence, il sera demandé au projet de fournir un budget préliminaire, un avant-budget, avec des montants par organisation chef de file et des montants par grande catégorie. Vous pouvez voir sur la diapositive les différentes catégories et vous serez guidé dans l'application sur web, sur ça, qui sont inclus. En grande ligne, ce sont les catégories du personnel, consultant, évaluation, équipement nécessaire, voyage, formation et recherche. Et de plus amples informations sur ça est inclus dans les foires à questions. À noter qu'à ce stade de notre conceptuel, il ne s'agit que d'un budget préliminaire. Ce qui est vraiment important est comment justifier les ressources d'une manière rationnelle et comment lier les montants généraux à l'envergure et aux besoins des activités, des objectifs, sans aller dans les détails. De toute façon, dans les foires à questions, dans les FAQs, il y a aussi un lien au gabarit complet du budget qui n'est pas utilisé à cette étape, mais qui contient à son tour des explications beaucoup plus détaillées. Deux petites précisations. Tous les coûts directs des partenaires collaborateurs, des organisations collaboratrices, y inclus leur personnel, doivent être mis dans la partie de recherche d'une ou plusieurs chefs de file. Tandis que dans l'onglet personnel, on mettra seulement les coûts nécessaires au salaire du staff de l'organisme principal. Autre chose, et pour cet onglet-là, il y a un cap en limite de 25% des coûts directs. Et si on veut négocier un différent pourcentage, il faudra la justifier avec des argumentations fortes. Deuxième chose, les coûts indirects peuvent être récupérés jusqu'à un maximum de 13% des coûts directs total, mais ce pourcentage-là n'est pas négociable. Ici, on est vers la fin de la présentation. Cette diapositive montre comment les notes conceptuelles seront évaluées. Et donc, vous pouvez voir qu'à grande ligne, il y a une grande quantité du poids dans l'évaluation qui va vers la qualité de la recherche. Et quand on dit qualité, on décrit le terme qualité d'une manière assez systémique, assez complète. On parle du rigueur scientifique dans ce cas-là, de la présence de concrètes de propositions pour travailler sur l'égalité de genre et inclusion, l'originalité, la pertinence aussi de la recherche proposée aux enjeux de développement. Si la recherche a la possibilité, en effet, de ne pas rester dans le royaume de la recherche, mais d'exercer des retombées considérables, comment on peut contribuer au renforcement de la capacité, et puis la composition de l'équipe qui est aussi liée au fait que le partenariat doit être équitable et diversifié, et bien sûr la justification des ressources financières. Une des dernières transparences déjà décrite dans l'appel à proposition. L'appel est maintenant ouvert, a été ouvert le 5 avril. Il restera ouvert jusqu'à le 7 juin. Et les notes qui arriveront après cette date ne pourront pas malheureusement être considérées. Et on vise, Claire, l'équipe de Claire commencera l'évaluation qui se fera à travers un comité d'évaluation externe indépendante, et on vise à pouvoir préparer, pouvoir inviter les notes conceptuelles qui ont été sélectionnées, ou mieux leurs équipes, d'ici mi-juillet à préparer des propositions complètes. Et on vise leur donner plus ou moins deux mois et demi
pour préparer les propositions complètes jusqu'à fin septembre, et puis de notifier vers mi-novembre une date encore exacte à déterminer, les propositions qui seront retenues pour le développement final. OK, je pense que je m'arrête ici. Je peux peut-être ajouter une question que peut-être qui a été une réponse à une question qui a été posée dans le webinaire en anglais. Nous visons probablement de présélectionner environ 20 notes conceptuelles dans chaque catégorie de petits à grands projets, donc 20 et 20 notes conceptuelles, pour passer à l'étape de développement de la proposition complète. Et donc, avec une quotient d'acceptation finale qui pourra aller entre 2 et 3. Mais ces nombres et ces chiffres sont indicatifs et ça dépendra du nombre de notes conceptuelles et de leur qualité. Merci bien et je te redonne la parole, Marielle. Merci beaucoup, Michele, et merci à tous et toutes dans l'audience virtuelle pour votre attention. Nous avons maintenant du temps pour vos questions. Mais avant d'initier la période de questions et réponses, j'aimerais juste mentionner aux participants qui se sont joints à nous après le début de la présentation que cette session est enregistrée et l'enregistrement vous sera partagé et il sera aussi rendu disponible sur notre site Web prochainement. Donc, comme mentionné dans l'introduction, nous utilisons la fonction questions et réponses, donc l'onglet Q&A, pour répondre à vos questions, pour recevoir et répondre à vos questions. Donc, nous allons prioriser les questions les plus populaires, donc c'est-à-dire celles qui reçoivent le plus de votes, mais aussi celles qui sont récurrentes ou qui ne sont pas déjà répondues dans les informations déjà disponibles en ligne, donc le document de l'appel, la note conceptuelle et la foire aux questions. Si vous voyez une question à laquelle vous aimeriez que nous répondions aujourd'hui, veuillez indiquer avec le symbole du pouce levé à côté de la question pour voter pour celle-ci. Donc, on va commencer. Michele, il y a plusieurs questions déjà qui ont été soumises. Donc, je vais commencer en ordre chronologique. Donc, la première qu'on a reçue, c'est est-ce qu'une agence de financement peut postuler pour une note conceptuelle? Ça, c'est une question très intéressante. Je dirais que oui, parce qu'on n'a rien mis dans les critères d'éligibilité, d'admissibilité que puisse disqualifier une agence de financement. Mais c'est clair que il faut y avoir une justification. Alors, comme on s'agit de projets de recherche appliqués, il faut justifier comment l'agence de financement peut contribuer concrètement aux projets de recherche, aux activités de recherche ou courtoises ou à la transmission des connaissances. Donc, on ne va pas probablement évaluer d'une manière très forte une proposition d'une agence qui ne fait que prendre l'argent de cet appel pour redonner l'argent à quelqu'un d'autre. Ça, ce serait une étape nécessaire à notre avis, mais s'il y a une justification, pourquoi pas. Merci. Merci, Michele. Une question qui a reçu plusieurs votes. Est-ce que cet appel clair sera renouvelé dans les années à venir? Très bonne question. C'est plutôt un désir, un souhait. On le souhaite bientôt. Nous ne sommes pas dans la... oui, nous ne pouvons pas répondre à ça. C'est vrai qu'on espère... Bon, je peux dire deux choses. Premièrement, cet appel fait partie de l'initiative Claire, mais ce n'est pas toute l'initiative Claire. Il y aura
d'autres activités, y compris dans d'autres appels, peut-être de plus petite envergure et avec une thématique, un focus différent, qui vont s'ouvrir pendant la vie de l'initiative. Et il y a aussi, de notre partie, le désir, et nous allons travailler pour ça, pour que l'initiative Claire ne se termine pas à la fin de ce portefeuille de projet, mais il puisse continuer dans le futur. Mais c'est une chose que n'est pas dans notre sphère de contrôle pour le moment. Donc, pour le moment, on n'a pas déjà planifié des appels similaires dans le futur. Merci, Michele. Il y a une autre question ici qu'on a reçue. Est-ce possible de traiter uniquement un seul thème sur les trois thèmes de l'appel? Absolument oui. En effet, les notes conceptuelles doivent indiquer un thème principal. Et puis, ils sont libres, et les projets sont libres d'indiquer aussi d'autres thèmes, de 1 à 3. Mais il n'y a pas, on n'encourage pas nécessairement les propositions qui se focalisent sur un thème contre les propositions qui se focalisent sur plusieurs thèmes et vice-versa. Donc, ça ne fait pas part des critères d'éligibilité ni des critères d'évaluation. Donc oui, c'est possible, absolument, tout à fait possible. Parfait, merci Michele. Nous avons une autre question de Mohamed de FACI qui demande comment justifier le financement demandé lors de la préparation du budget préliminaire? Est-ce par exemple, l'explication des voies de futures dépenses financières ou par la présentation des factures pro forma? Alors, dans la préparation des budgets préliminaires au niveau de notre conceptuel, on ne doit pas présenter des factures parce qu'on n'est même pas au niveau de détail qui va permettre la présentation de factures, même pas des factures pro forma. Donc, il y a une partie de l'application en ligne qui permet d'écrire une section de justification des grands onglets, des lignes budgétaires du personnel et du consultant de recherche, etc. pour chaque organisation chef de file. Mais on peut même pas au niveau de la soumission des notes conceptuelles d'aller au-delà de ce niveau de détail. Donc la justification pour nous est justifier comment les grands montants généraux du projet à ce niveau-là sont liés à l'envergure du projet, à l'ambition du projet et aux objectifs du projet, au nombre de partenaires, etc. Il ne faut pas à ce niveau-là aller à un niveau de détail plus granulaire que ça. Merci Michele. On a aussi une question sur le thème de l'égalité du genre et de l'inclusion. Donc, la question est, est-ce que par cela, on parle de la composition de l'équipe ou des retombées du projet? Très bonne question. On parle des deux et on va voir les deux. Et on ne parle pas de et ou. On parle de les deux en même temps. Donc nous allons vraiment évaluer si la composition de l'équipe tient compte de l'inclusion et de l'égalité de genre. Ça ne veut pas dire que l'équipe doit être composée 50% de hommes et 50% de femmes. Okay? On ne met pas volontairement des proportions, des pourcentages exacts. Et on va en même temps évaluer comment les questions liées à l'égalité de genre et inclusion font partie des objectifs de la recherche, des résultats souhaités et même des produits envisagés par les projets. Donc, il faut tenir compte des deux dimensions en même temps.
Merci, Michele. Il y a une autre question qui a aussi un lien avec le budget. Donc, s'il y a un élément, un complément que tu voulais fournir. Puis c'était, que veut dire justification des ressources? Justification de ressources, ça veut dire que OK, ça veut dire que vous allez écrire quelque chose dans la note conceptuelle. Vous allez décrire les objectifs spécifiques, principaux et spécifiques. Vous allez nous donner un aperçu des activités que vous allez faire. Vous allez nous décrire quels sont les partenaires avec lesquels vous allez travailler et pourquoi. Et puis, vous allez mettre des chiffres général dans le avant-budget, dans cet budget préliminaire. Il faut que nous puissions comprendre, et ça, vous avez une section dans l'outil de l'application pour nous expliquer à parole, en mots. Il faut que nous puissions comprendre s'il y a une relation entre ce que vous mettez dans le budget préliminaire et ce que vous dites dans la partie narrative de la note conceptuelle. C'est ça. On n'a pas besoin de documentation additionnelle pour justifier les dépenses parce qu'on n'est pas à ce niveau de détail. Merci. Merci beaucoup, Michele. Donc, une prochaine question. Pour les projets de petite envergure, y a-t-il un financement minimum? Non, il n'y a pas un financement minimum. Quand même, il faut considérer que même pour les projets, même dans le cas des projets de petite envergure, on parle de projets qui doivent constituer, former des équipes qui sont assez transdisciplinaires et où on s'attend à un peu le fait que le projet puisse travailler de manière efficace dans toute la chaîne de valeur des connaissances. Donc, la généralisation, mener les activités de recherche, mais aussi transférer les connaissances, parler avec les décideurs, contribuer à la capacité, au renforcement de la capacité. Et donc, on parle de projets assez complexes. Donc, il n'y a pas un minimum, mais on s'attend que les projets soient commensurés à l'ambition. Merci, Michele. Maintenant, une autre question. Est-ce qu'une équipe constituée d'une institution ou d'institutions situées dans un pays développé peut participer? Donc, une organisation du temps. Merci. Oui, oui, j'avais dit ça dans la présentation, mais ça vaut la peine de renforcer le message, de clarifier. Les activités des projets doivent être menées dans les pays éligibles, admissibles. Et sont les pays que vous pouvez trouver dans la liste des pays admissibles dans l'appel. Mais ça ne veut pas dire que les organisations principales ou même les organisations collaboratrices ne puissent pas être basées légalement dans un autre pays. À n'importe quel moment de la sélection, le CRDI se réserve la possibilité de faire les contrôles de rite pour être sûr que les pays ou les institutions ou les individus impliqués dans l'équipe proposante ne soient pas sanctionnés par le gouvernement du Canada ou le gouvernement du Royaume-Uni. Mais en principe, il n'y a pas une contrainte qui fait ainsi que les équipes que les institutions doivent être basées dans les mêmes pays où la recherche va être menée. Excellent. Merci, Michele. Une autre question ici. Est-ce que ce mécanisme peut permettre de financer une partie d'un projet plus grand ayant d'autres sources de financement? Très bonne question. Je serais tenté
de vous répondre en disant je dois parler avec mon boss, mon chef pour ça, mais je dirais oui, pourquoi pas. En effet, l'objectif principal de Claire, l'objectif long terme, l'impact souhaité, et n'est pas seulement de générer connaissances, mais d'utiliser les connaissances pour mieux se développer d'une manière plus durable. Donc, un projet qui nous démontre comment des nouvelles activités peuvent être utilisées dans le cadre d'un projet plus grand est tout à fait éligible à mon avis. Mais il faut montrer l'additionnalité. Il faut montrer vraiment qu'on n'utilise pas deux fois le même argent pour faire la même chose. Je m'excuse d'être si explicite. Excellent. Une autre question ici intéressante. Vous parlez de transposer la recherche en action. Au-delà des activités de recherche et de renforcement des capacités des acteurs, à quel point les projets doivent inclure des activités sur l'action? Bon, action, pour nous, c'est un terme très vaste. Par exemple, si je fais un exemple. Un projet crée une nouvelle base de données qui est ouverte et qui a des données qui sont très importantes, peuvent être consultées par un ministère. Et le ministère utilise cette base de données pour écrire une nouvelle politique. Par exemple, pour mieux gérer les flux migratoires liés aux changements environnementaux dans un pays. Ça, c'est une action. C'est une action qui est un résultat de la recherche. Alors, le projet, peut-être lui-même, ne va pas aller jusqu'au point d'écrire la politique eux-mêmes, mais montrer comme dans les activités de projet, il y a l'intention de ne pas seulement bâtir la base de données, mais de la rendre utilisable, de la rendre portable, de la discuter avec ce ministère-là et de contribuer à créer les conditions pour l'utilisation de cette base de données. Ça, c'est un peu ce dont je parlais quand je parlais de chaîne de valeur de connaissances. Et donc, l'utilisation des résultats de recherche ou à des activités qui mènent pendant le projet, qui mènent comme objectif à l'utilisation des résultats de recherche, c'est l'action pour nous. Puis, il peut y avoir des projets pilotes aussi qui peuvent contribuer à la recherche, mais peuvent être aussi des exemples pour d'autres projets plus grands, pour une mise à l'échelle d'autres initiatives. Ça, c'est aussi une action qui, à son tour, a une retombée sur la recherche, mais aussi sur l'implémentation de projets ou de politiques plus grandes. Ça, c'est une autre possibilité d'action. J'espère avoir répondu à cette question qui, en effet, n'est pas très facile. Merci, Michele. Je dirais aussi que ça répond à une autre sous-question qui a été soumise, qui était justement est-ce que la recherche-action inclut le pilotage de solutions proposées? Donc, la réponse a aussi permis de répondre à cela. Maintenant, il y a une autre question. On parle encore ici au niveau des retombées considérables. La question est, vous parlez de recherche devant avoir des retombées considérables. Est-ce possible de donner plus de détails sur ce que vous entendez par des retombées considérables? Ouais, c'est un peu répondu dans l'exemple que je viens de faire. Dont je parlais, par exemple, d'une retombée dans la reconnaissance de la partie d'un ministère que la recherche a informé, a aidé la formulation ou l'amélioration d'une politique liée au développement durable, ou bien le fait que, par exemple, des exemples de technologies d'innovation testées par le projet sont pris et utilisés dans des projets de développement, des financements
au développement beaucoup plus ample qui peuvent aider à mettre à l'échelle ces projets pilotes dans d'autres pays ou dans le même pays. La présence de chercheurs du sud du monde dans des processus comme le travail du GIEC ou dans les négociations liées au changement climatique, tout ça sont des retombées considérables à notre avis. C'est vrai qu'il y a un élément qualitatif et impondérable dans ce qu'on considère considérable. Ça dépend aussi de la baseline, je dirais, de ce qu'on part. Si on travaille, par exemple, comme une autre question avait dit, déjà dans le cadre d'un projet plus grand et bien développé, ou si on travaille avec une nouvelle partenariat, avec une idée tout à fait nouvelle. Et les deux choses-là elles sont éligibles en même temps, mais la quantification du mot considérable peut changer dans ces deux cas. Merci, Michele. Il y a une question au niveau de la soumission des propositions, puis leur structure. Ici, on demande, est-ce que chaque partenaire soumet sa proposition seule ou crée un consortium? Bon, alors, chaque proposition est une proposition qui va être évaluée en elle-même. Donc, on ne va pas évaluer deux propositions comme si c'était deux parties de la même proposition. Nous, on va considérer chaque soumission que nous recevons comme si c'était un projet indépendant complet en lui-même. Si vous formez un consortium ou un partenariat avec plusieurs partenaires, vous avez la possibilité dans l'outil de soumission de indiquer ça parce que vous pouvez indiquer le nombre d'organisations principales et aussi vous pouvez indiquer le nom et le nombre d'organisations qui participent à votre idée. Mais chaque soumission représente pour nous un projet complet en lui-même. Donc ça, c'est clair, c'est important à clarifier. Et pour des projets de grande envergure, on s'entend que les projets travaillent sur au moins 2 pays et on s'attend qu'il y aura probablement pas seulement une organisation qui travaille sur le projet. Il peut y avoir seulement une organisation chef de file, mais on s'attend de voir comment cette organisation va travailler avec des partenaires. Et on va être particulièrement intéressé à voir ça dans les projets de grande envergure, mais bien sûr, il pourra avoir des situations similaires dans les projets à plus petite envergure. Excellent. Ici, on a une question concernant les objectifs de l'appel. On dit, est-ce que les objectifs de cet appel se basent beaucoup plus sur l'effet des changements climatiques sur la population ou sur le secteur d'agriculture et ou l'environnement? Bon, je pense que les objectifs de Claire se basent sur le fait qu'on comprend de plus en plus que les deux choses sont liées. Donc, sur la nécessité d'avoir une compréhension systémique des impacts du changement climatique, de quels sont les acteurs qui doivent être impliqués pour trouver des solutions et pour mettre ces solutions-là en place. Donc, les objectifs, donc on attend des projets qui, par exemple, étudient les impacts des changements climatiques et comment répondre à ces impacts dans l'agriculture. Mais pourquoi? Parce que les impacts de l'agriculture ont des impacts sur la population. Donc, je pense que la réponse à cette question est un peu évidente.
je pense. C'est bien. Pour nous, c'est clair que les bénéficiaires ultimes sont les communautés et les communautés les plus vulnérables. Mais pour faire ainsi que les communautés les plus vulnérables puissent se développer ou puissent vivre d'une manière résiliente, durable et juste et inclusive, il faut que puissent se développer dans un environnement sain, un environnement qui est résilient au changement climatique et ne vient pas de détruire avec des activités économiques qui répondent aussi à ces nécessités. Excellent. Michele, nous arrivons vers la fin de notre session, donc je vais te poser une dernière question qui nous a été soumise dans notre section questions-réponses. Donc, dans les propositions de projet, est-ce qu'on peut baser ou focusser sur une ou deux régions d'un pays, par exemple, l'Est et l'Ouest d'un pays, ou faut-il couvrir tout le pays? La réponse est oui, bien sûr. On peut se focaliser dans des régions à l'intérieur d'un pays. On s'attend bien sûr qu'un projet de 8 millions de dollars probablement ne se focalise pas sur une petite ville seulement, parce que ça, nous avons aussi des attentes, par exemple au niveau de l'équilibre géographique et de pouvoir voir comment les projets interagissent et échangent des connaissances qui peuvent être utilisées dans des autres régions, dans des autres pays. Et aussi parce qu'un projet de 8 millions de dollars qui se focalise sur une petite ville ou un petit district peut-être aura des activités qui ne sont pas vraiment liées à la recherche, mais il y aura des activités liées à l'implémentation, peut-être avec des coûts qui ne sont pas nécessairement éligibles au niveau de cet appel. Par exemple, on ne peut pas payer la construction d'une école ou on ne peut pas payer l'achat de 5 voitures. On peut payer l'achat d'une voiture, mais il faut que ces coûts-là soient très, très bien justifiés et ça arrivera seulement au niveau des propositions complètes. Merci, Michele. Donc, on est maintenant à la fin de notre session. Je vous remercie donc pour votre intérêt et votre participation aujourd'hui. Nous espérons que cela vous a été utile. Je tiens à remercier Michele pour la présentation et les réponses aux multiples questions. Merci aussi à mes collègues Erika, Heidi, Bruce, Georgina et Mano qui ont travaillé dans les coulisses. Merci également à nos collègues du FCDO pour notre collaboration continue sur cette initiative. Je souhaite vous rappeler que cette session a été enregistrée et que le lien sera partagé et publié sur notre site Web dans les prochains jours. Pour les questions auxquelles il ne fut pas possible de répondre durant la session, il y en a une ou deux qui sont arrivées vers la fin. Donc, elles seront incluses dans une version mise à jour de la foire aux questions. Donc, veuillez surveiller ce document en ligne dans la prochaine semaine. Pour toute autre question, veuillez communiquer avec nous par courriel à Claire Calls à commercial-idarc.ca. Nous attendons avec impatience de recevoir vos brillantes notes conceptuelles. Et au nom de l'équipe de Claire, merci encore d'avoir participé à ce webinaire et bonne fin de journée. Merci. Merci à toutes.